Passons en revue. Ces Américains qui s'enrichissent grâce à l'inflation, que nous dit cela sur l'économie dans son ensemble et que nous dit cela peut-être encore plus sur les principes de l'économie et sur ce sur quoi nous devrions nous concentrer en tant que citoyens ordinaires ou dirigeants politiques. Je veux dire, sur quoi devrions-nous vraiment nous concentrer si notre objectif est d'augmenter le niveau de vie du plus grand nombre de personnes possible? Ici même, la création de richesses est en plein essor, alors que la population multimillionnaire augmente de 5,2% aux États-Unis. Donc, l'un des enseignements de cette partie de la vidéo est que si vous possédez des actifs, vous vous en sortez bien dans un environnement inflationniste. Car les actifs que vous possédez, en supposant que vous ayez des actions de Nvidia et d'autres valeurs montantes, ont augmenté plus que le prix des choses que vous achetez. Donc, vous avez augmenté votre pouvoir d'achat, même si vos dépenses sont libellées en dollars. Donc, bravo à vous. Et c'est la même chose. Eh bien, si vous possédez une maison, au cours des 5 dernières années, il est très probable qu'elle ait augmenté plus que le taux d'inflation. Et même si ce n'est pas le cas, vous avez probablement utilisé le levier. Donc, sur une base de levier, vous savez, si vous achetez une maison pour 100 000 dollars et que vous ne mettez que 10 000 dollars d'apport, et ensuite, disons que vous avez une inflation de 10%, donc le prix de la maison monte à 110 000 dollars. Eh bien, maintenant, tout à coup, vous avez 20 000 dollars d'équité, mais le taux d'inflation, le prix des biens et des services, n'a augmenté que de 10%. Tu vois, donc, si vous utilisez le levier, même si votre maison n'augmente qu'en termes nominaux, pas en termes réels, vous allez quand même augmenter votre pouvoir d'achat. Mais la principale chose que je voulais souligner avec cette vidéo, ou excusez-moi, cette partie de la vidéo, c'est de remarquer ce qu'ils disent ici. Ils associent la richesse à l'argent. Donc, plus vous avez d'argent, plus vous êtes riche. Vraiment, j'aimerais avoir un peu de monnaie dans ma poche ici. Demandez aux Vénézuéliens si c'est vrai. Je veux dire, au Venezuela, en ce moment, je pense à combien il y a de milliardaires, même en Colombie ici, où le peso est à environ 4200 pour $1, n'est-ce pas? Presque tout le monde est au moins millionnaire. En fait, tout le monde ici est absolument millionnaire. Ça veut dire que tout le monde est riche. Est-ce que ça veut dire que tout le monde, il y a une énorme création de richesse juste parce que tout le monde ici est millionnaire, même la femme de ménage? Non, parce que tout ce que vous faites, c'est mesurer la quantité d'argent ou mesurer la richesse en termes d'argent. Alors, quel est le vrai message ici? Le vrai message, c'est que la richesse n'a rien à voir avec le nombre d'unités monétaires que vous avez. Ce sont des choses, des biens et des services. Donc, c'est ce que tout le monde se trompe. Et ce que je veux que vous fassiez, ce que je veux vous encourager en tant qu'audience de capitalistes rebelles, ou si vous regardez l'une de mes vidéos, ou si vous vous intéressez simplement à la macroéconomie par vous-même, et que vous essayez de déterminer, d'accord, en termes nets, est-ce que cela va être positif pour la société dans son ensemble, pour le Joe et la Jane Moyens? Et vous devez commencer par demander, pas est-ce que les gens vont gagner de l'argent avec ça? Pas est-ce que cela va mettre plus d'argent dans les poches des gens? Non, 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 non. Vous devez vous demander, est-ce que cela va créer plus de biens et de services? Parce que si cela ne va pas créer plus de biens et de services et que ça ne fait que mettre de l'argent dans les poches des gens, la seule chose que vous allez obtenir, c'est de l'inflation, des prix à la consommation. Et personne ne va devenir plus riche sauf les personnes qui possèdent des actifs, en supposant que ces actifs augmentent dans un environnement inflationniste, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais vous voyez ce thème tout au long de l'article. Les États-Unis, sont la première nation au monde en termes de richesse. D'accord, ouais, je suis d'accord avec ça. Mais pas de la manière dont vous le mesurez, c'est sûr. Parce que si vous ne le mesurez qu'en fonction du nombre de millionnaires exprimés en dollars, et alors, le nombre de multimillionnaires dans le monde a augmenté de 4,4% en 2024, avec une part d'Américains riches possédant plus de 10 millions qui a cru de 5,2%, d'accord? Et je ne dis pas que leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Je dis juste que nous le mesurons de la mauvaise manière parce que cela détourne l'accent de là où il devrait être, n'est-ce pas? Quand vous pensez aux tarifs, nous allons en parler ensuite. Vous devez vous demander, est-ce que cette politique va créer plus de biens et de services? Est-ce que le peuple américain va avoir accès à plus de biens et de services? Parce que si la réponse est non, alors cela ne nous rend pas plus riches, même si cela augmente les salaires ou quoi que ce soit d'autre. Vous savez, je vois tant de gens dans les commentaires des vidéos et sur Twitter et tout ça parler de, eh bien, peu importe si nous n'importons rien parce que nous allons juste acheter américain. Et c'est super, c'est génial.
Mais encore une fois, ce sont des compromis, n'est-ce pas? L'avantage, c'est que ces entreprises américaines voient potentiellement plus de profits, mais vous avez accès à moins de choses, n'est-ce pas? Alors, vous devez vous demander quelle est votre définition de la richesse. Est-ce des choses ou de l'argent? Peut-être que je me trompe. Vous pourriez avoir une opinion complètement différente et vous pourriez avoir de très bonnes données ou des raisons pour soutenir cette opinion. Je dis juste qu'on ne peut pas commencer par combien d'argent les gens reçoivent, n'est-ce pas? Ou combien d'argent va à une entreprise. Vous devez aussi, à tout le moins, je commencerai par là, mais au minimum, vous devez inclure l'analyse de est-ce que cela crée un accès à plus ou moins de choses, plus ou moins de biens et de services. Alors, nous allons voir Scott Bezan, le secrétaire au Trésor, et il dit quelque chose qui, vraiment, je ne veux pas partir dans un discours comme hier, mais ça m'énerve vraiment qu'on ne puisse pas avoir une conversation adulte à ce sujet. Et c'est tellement évident que vous devez, au minimum, comme je viens de le dire, inclure les biens et services. Donc Scott Bezan dit que le rêve américain n'est pas lié à l'accès à des biens bon marché. En fait, si, Scott. C'est parce que réfléchissons à cela, d'accord? Regardez les années 1800. En fait, faisons cela. Je pense que ces tendances à long terme, si je descends ici, c'est composé. D'accord. Alors retournons aux années 1800 et allons juste jusqu'en 1900. Faisons 1880. C'est une période que je connais bien et nous pouvons juste. Ici, c'est bien. Donc, c'est juste de 1881 à 1900. Alors, je veux que vous vous concentriez sur cette ligne rouge, d'accord? Cette ligne rouge représente l'IPC. Donc, sur cette période de 20 ans, nous avons vu les prix baisser de 16%. Et si vous jouez avec les périodes ici, ça devient comme ici, par exemple, de 1881 à 1899, vous avez vu les prix baisser de 28%, 28%. Alors, prenons un moment ici, réfléchissons à cela. Et au fait, pendant ce temps, que se passait-il avec les salaires nominaux? Les salaires nominaux augmentaient, mais pas de manière significative, disons de 1 à 2% par an. Donc, les salaires nominaux augmentent d'environ 1%, mais les prix baissent, disons de 2 ou 3% par an, ou peut-être 1,5% pendant cette période. Je n'ai pas de calculatrice devant moi, mais le concept est le même, n'est-ce pas? Donc, vos salaires nominaux augmentent, mais les prix des choses que vous achetez baissent. Pourquoi le prix des choses baissait-il à l'époque? Est-ce que c'était parce que nous avions un tsar de l'accessibilité? Non, c'était spécifiquement parce que nous avions accès, nous produisions de plus en plus de biens et de services. C'est pourquoi les prix ont baissé et c'est pourquoi le niveau de vie des gens a augmenté de manière spectaculaire. Salut les gars, je voulais faire une petite pause dans la vidéo pour vous parler d'une nouvelle stratégie d'investissement que j'utilise. La plupart d'entre vous le savent, la pierre angulaire de mon portefeuille, c'est l'or physique. Le problème, c'est que vous avez toujours un coût de portage négatif parce que vous avez des frais de stockage. C'est la même chose avec l'argent, mais j'ai en fait trouvé un moyen d'être payé pour posséder de l'or et de l'argent physique. Et voici le meilleur. Vous n'êtes pas seulement payé un taux d'intérêt en monnaie fiduciaire, vous êtes payé un taux d'intérêt en métaux précieux. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Oh, la Géorgie semble trop belle pour être vraie ». Et c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois. Voici le contexte. Je reçois beaucoup d'entreprises qui viennent me voir et me disent « Georges, nous voulons sponsoriser vos vidéos ». En général, je les refuse parce que ce n'est pas vraiment un bon match. Mais j'ai eu une entreprise qui est venue me voir l'autre jour, appelée Monetary Metals. Et quand ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient dans leur modèle commercial, je me suis dit « C'est une évidence ». En fait, ça avait l'air si bien que je me suis ouvert un compte moi-même et ça se passe extrêmement bien. Alors j'ai dit, bien sûr, sponsoriser quelques vidéos parce que c'est un service qui, je pense, serait extrêmement bénéfique pour mon public. Alors voici comment ça fonctionne. Vous pouvez aller de l'avant et ouvrir un compte chez eux et le financer avec vos métaux précieux existants, ou vous pouvez acheter directement chez eux, généralement un peu moins de 1% au-dessus du prix du marché. Et en ce moment, ou pendant que nous parlons sur la plateforme, il y a des opportunités d'être payé environ 4% d'intérêt. Donc, encore une fois, ce n'est pas en monnaie fiduciaire. Ils vous paient en métaux précieux supplémentaires. Donc, si vous déposez, disons, 100 onces d'or chez eux à la fin de l'année, vous aurez 104 onces d'or. Donc, pour rejoindre les milliers d'investisseurs, y compris moi-même, qui sont payés pour posséder de l'or et de l'argent physique, vous pouvez aller sur monetarymetals.com.
monetarymetals.com/gammon. C'est monetarymetals.com/gammon. N'est-ce pas le rêve américain? Je veux dire, n'est-ce pas ce que nous disons, le rêve américain? C'est ça, l'augmentation du niveau de vie. Le rêve américain, c'est ça, c'est que vos enfants aient un meilleur niveau de vie que vous et que vous ayez un meilleur niveau de vie que vos parents, et ainsi de suite. C'est ça le rêve américain. Eh bien, comment y arrivons-nous? D'accord. Eh bien, nous devons créer plus de choses. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait baisser le prix des choses. Et si vous avez un capitalisme de marché libre, il est probable que les salaires augmentent. Donc, le pouvoir d'achat devient exponentiel. Et les gens peuvent se permettre de plus en plus de luxe, n'est-ce pas? Vous combinez cela avec des avancées technologiques, avec le marché libre, et c'est à ce moment-là que le niveau de vie s'envole. C'est ça, le rêve américain. Et ça commence par la productivité. Mais le résultat net, Scott, c'est l'accès à des biens bon marché. Maintenant, je comprends ce qu'il dit. Il dit, oh, vous savez, le rêve américain, ce n'est pas juste avoir accès à des gadgets en plastique venant de Chine. Je veux dire, je comprends, c'est ce qu'il dit, mais regardez à qui il s'adresse. Voici les points clés. Il offre une défense à pleine voix de la position de la Maison-Blanche. Mec, je souhaite juste pouvoir être dans les médias lors de certaines de ces conversations avec ces planificateurs centraux, que ce soit le docteur Jérôme Powell, Scott Bessent. Il y a tellement de questions qui devraient être posées, comme ce dont nous parlons ici. Et je sais que les médias numéro un ne sont pas assez malins. Ils ne sont pas assez intelligents pour poser les questions. Et même s'ils l'étaient, ils ne le feraient probablement pas, parce que si c'est une administration Biden, ils essayent de leur poser une question facile. S'il s'agit de Trump, ils essaient juste de le faire passer pour Hitler ou quelque chose comme ça. Dans un discours prononcé, regardez, ici vous y êtes, dans un discours prononcé devant une foule d'économistes de premier plan. Allez mec, on parle à des économistes ici. Tu vas vraiment essayer de soutenir que le niveau de vie aux États-Unis a quelque chose à voir, ou que le niveau de vie dépend de quelque chose d'autre que de la productivité. Qu'est-ce que tu dis, Scott? Tu es là, tu essayes littéralement de dire à une salle pleine d'économistes que le niveau de vie a à voir uniquement avec le fait que les gens gagnent plus d'argent. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ce qui m'énerve vraiment, c'est que les gens ne réagissent pas à ça. Genre, mec, t'es dans une salle pleine d'économistes de premier plan. Je veux dire, comment ces économistes de premier plan ne lèvent-ils pas simplement la main en disant, tu sais, Scott, peux-tu expliquer cela un peu plus en détail? Parce qu'il semble que ce que tu dis, c'est que si on crée juste plus d'unités monétaires et qu'on les répartit, ou que les gens sont mieux payés, ou peu importe ce que c'est, alors tout d'un coup, on va juste devenir riche. Comme par magie, même si les prix de tout ce que nous achetons augmentent de plus en plus et que nous avons accès à moins de biens et de services, peut-être que ce n'est pas ce que tu essayes de dire, mais au moins pose au moins la question difficile, pour l'amour de Revan. Et je le ferai. Voyons voir. Voici une citation de lui. Donc ce que j'allais dire, c'est que j'espère qu'il va définir ce qu'est le rêve américain, si cela n'augmente pas le niveau de vie de chaque génération. Qu'est-ce que c'est? Il dit que le rêve américain est ancré dans le concept selon lequel tout citoyen peut atteindre la prospérité, la mobilité ascendante et la sécurité économique. D'accord, Scott, comment penses-tu que cela se passe? Mec, comment penses-tu que cela se passe? C'est en augmentant la productivité que tout cela se met en place. C'est ça le ciment dont nous avons besoin pour transformer cela en réalité. Que penses-tu que nous faisions dans les années 1800? Tu penses qu'on fabrique moins de choses? Non, c'est la révolution industrielle, bon sang. Le gouvernement représentait 5% du PIB. Les dépenses publiques représentent 5% du PIB. Pas étonnant que nous étions juste massivement productifs. Je veux dire, comment se fait-il qu'on n'en parle pas depuis si longtemps? Les concepteurs des accords commerciaux multilatéraux ont perdu de vue cela. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il ignore complètement mon argument, et il est là à se concentrer sur le fait qu'il faut sécuriser les emplois américains. Et encore une fois, eh bien, qu'est-ce que c'est? D'accord, eh bien, cela signifie s'assurer que les Américains ont plus d'argent, ce qui, à première vue, semble être une excellente idée jusqu'à ce que tu penses vraiment à ce qu'est la richesse. Et si tu tombes victime de cette illusion que les experts des médias traditionnels essaient de te faire croire, c'est vraiment du lavage de cerveau. Si tu tombes victime de cela et juste de cette idée que l'argent est-ce que la richesse est la richesse? Et si tu as juste plus de dollars, alors tu vas être plus riche. Eh bien, regardez combien d'entre vous en ce moment ont plus de dollars en termes de revenus, disons, qu'en 2019. Probablement beaucoup d'entre vous. Et combien d'entre vous sont plus riches?
Combien d'entre vous ont un pouvoir d'achat accru basé sur ce revenu? Probablement très peu d'entre vous. Cela prouve mon point en soi. La politique commerciale, d'abord l'Amérique. Eh bien, c'est très bien. Je suis tout à fait pour une politique commerciale, d'abord l'Amérique, tant que vous savez où je veux en venir, tant que cela crée plus de biens et de services, pas seulement aux États-Unis. Je ne parle pas seulement des États-Unis, je parle de plus de biens et de services. Aux États-Unis, le consommateur a accès à plus de biens et de services, ce qui augmente la concurrence, ce qui fait baisser les prix, ce qui augmente la demande globale, ce qui permet aux employeurs d'augmenter les salaires même s'ils baissent les prix parce qu'ils vendent plus d'unités, des produits, et ensuite ils continuent juste à s'inquiéter de Trump et d'accord, blablabla. Bla, bla. Donc, je pense que le principal enseignement est tout simplement de dire, j'ai hâte de lire un article qui parle de la façon dont les Américains deviennent plus riches parce que le prix des choses qu'ils achètent baisse. Ce n'est pas parce que les Américains ont plus d'unités monétaires qu'ils deviennent plus riches, n'est-ce pas? Et tu pourrais dire, d'accord, Georges, c'est un rêve irréaliste, c'est une fantaisie. Eh bien, et peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est le cas. Peut-être que cela n'arrivera jamais, mais si cela se produisait, alors vous sauriez de manière définitive que nous sommes au moins sur la voie d'améliorer le niveau de vie pour le plus grand nombre d'Américains possible.